Mesdames et messieurs, ce soir, on reçoit un monument du rire, une légende vivante, un maître du sketch culte. Oui, je parle bien de l'homme qui a prouvé qu'on pouvait être à la fois inconnu et inoubliable. Comédien, metteur en scène, showman solo, Pascal Légitimus, c'est un caméléon du rire, un jongleur de personnages, un artisan de l'humour qui mêle racines, réflexion et fou rire depuis plus de 40 ans. Il a tout fait. Les rois mages, les trois frères, les chèvres, et même un DJ antillais à perruque. Ce soir, il nous ouvre les portes de sa vie, entre éclats de rire et confidences intimes. Alors, chauffez vos zygomatiques et préparez-vous pour Pascal Légitimus. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Purple Lounge. Bienvenue au Casino 2000 pour notre dernier Stars and Stories de la saison. Et c'est un plaisir de retrouver sur scène Pascal Légitimus. Il faut dire que pour toi, Pascal, ce sont des retrouvailles. Oui, c'est ça, j'arrive. On teste. Alors, vous avez remarqué qui parmi vous sont des fidèles de Stars and Stories? Ah ben, Meisenthal. Voilà, Pascal, donc ce couple qui vient de Meisenthal, en Moselle, dans l'Est mosellan, près de Beach, hein, c'est pas la porte à côté. Et donc, avez-vous remarqué que nous testons ce soir une nouvelle entrée pour débuter la soirée? Alors, on n'est pas encore peut-être totalement au point, mais on teste une nouvelle entrée. Ouais. Et avec toi, Pascal... Mais, on peut tester la sortie aussi? Alors, la sortie, ce sera tout à l'heure. Okay. Et puis, toi qui es metteur en scène, tu nous donneras ton avis de metteur en scène sur cette entrée, cette descente d'escalier, etc. Le son est un peu fort, là. C'est possible de le baisser un petit peu, parce que je pense que ça va l'arsener un peu. Oui, peut-être. C'est qui s'occupe de la... Voilà, c'est Alex qui est là-bas. Super, merci. Et Ronnie qui sont là. Merci. Vous pouvez les applaudir, Alex et Ronnie? Parce qu'en fait, je peux parler fort, donc c'est pas utile je pense, techniquement. Je te propose de t'asseoir, Pascal. Oui, voilà. Très bien. Voilà, alors on ne parle pas trop fort. Oui. Je disais, Pascal, ce sont des retrouvailles pour toi, le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, puisque tu es déjà venu il y a quelques années. Te souviens-tu? Oui, tout à fait. Je suis venu 3 fois, il me semble, dans la région. Notamment à Florange, ici, une fois, et dans un café-théâtre qui se trouve, alors je ne sais plus trop où, un café-théâtre de 200 places exactement. Et j'avais été très étonné, et je ne suis pas faillot en disant ça, j'ai trouvé que les personnes qui étaient dans la salle riaient trop fort. Ah oui, comme le son finalement. Et je m'étais dit, mais est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est une coutume chez vous de rire très fort? Et donc je m'étais arrêté au bout d'une demi-heure. Je dis excusez-moi, mais pourquoi? Il me dit non parce que vous êtes drôle. Ok. Et donc mais de rire comme ça, donc ça m'avait marqué. Voilà. Ouais, nous verrons ce soir. Et non, alors... vous n'êtes pas obligé de rire. Hein. Non jamais. C'est ça. Madame, s'il vous plaît, le téléphone. Madame. Voilà. Sinon vous êtes venu pour rien quoi. Vous avez payé pour être là? Vous avez mangé? Bon, d'accord. Voilà. Alors Pascal, en plus, donc tu es avec nous ce soir ici à Mondorf, et il y a quelques jours encore, tu étais sur scène à Paris. Ouais. Et alors c'est amusant parce que la dernière, c'était le 21 juin, le jour de la fête de la musique, pour un spectacle, une pièce dans laquelle tu joues le rôle d'un chef d'orchestre égocentrique, ambitieux et lâche. C'était une série de quelques semaines de représentation, le bémol. Alors, France Télévisions commande chaque année 5-6 pièces de théâtre, comme au Théâtre ce soir, pour ceux qui sont de la génération d'avant. Et donc, ils ont choisi cette pièce qui s'appelle Le Bémol. Donc, j'ai été contacté il y a 2 mois exactement. On l'a répété en 5 semaines. On a appris 90 pages. On a joué 20 fois au Théâtre des Variétés. Des Variétés, avec Anne Parillo notamment. Anne Parillo, Lionel Abelansky. Et on a joué cette pièce donc une vingtaine de fois. Et la télé nous a filmé 2 fois. Samedi à 16h30 et à 20h30. Et là, c'est dans la boîte. Ça sera diffusé, je pense, qu'à la fin de l'année. Voilà. C'est vrai, je m'étais fait la réflexion. Je me disais, c'est pas énorme, quelques semaines de représentation. Je me suis dit, c'est peut-être un tour d'essai avant de reprendre la pièce à la rentrée. En fait, on ne dit pas aux gens que c'est capté, sinon ils disent, oh, bah, je la verrai à la télévision. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est une astuce, mais de temps en temps. Maintenant, on peut le dire, puisque les représentations sont terminées. Voilà. Mais il se trouve que j'ai joué une pièce pendant 1 an à Paris, qui s'appelle Le Duplex, qui va jouer dans toute la France entre septembre et décembre 2025. Et cette pièce, c'était aussi une captation qu'on a faite à Noël 2024. On a joué 3 fois.
et c'était terminé. Et ensuite, on nous a demandé de reprendre la pièce 40 fois. Il se trouve que c'est avec Francis Perrin, Corinne Touzet et Annie Dupéret. Et moi-même, on avait 10 000 réservations avant de commencer, sans publicité. Donc on s'est dit, il se passe quelque chose. Effectivement, on a récidivé, on a joué pendant 1 an cette pièce dans un théâtre de 1000 places. Donc on est condamné au succès. Des fois, ça nous échappe. Voilà. C'est formidable. Et tu fêtes, Pascal, alors, mais est-ce possible? Tu fêtes tes 50 ans de carrière? Alors un peu plus, en fait. Ah, plus même? Ouais. Vous y croyez? Oui, oui, oui. Alors, mais je suis là pour vous expliquer. Alors j'ai commencé, j'avais 10 ans. Voilà, j'ai 10 ans, comme dirait l'autre. Alors, il faut que je revienne un peu en arrière, un petit flashback. Vous savez, je commence à faire des jeux de mots. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine arménienne et antillaise. Donc, on peut dire que je suis d'origine caucase-cocotier, vous voyez. Alors, pour ceux qui ont du mal à visualiser ce mélange rare entre mes parents, imaginez, il y a quelques années, Charles Aznavour couchant avec Christiane Taubira. Vous voyez ce que ça peut donner? Alors, pour ceux qui sont encore sceptiques, imaginez plutôt une métaphore plus simple. Imaginez un boudin créole trempé dans du tarama. Voilà. Ça donne ça. Je suis un pur métis, un peu comme Yannick Noah, vous voyez, sauf que moi, je porte des chaussures. Et donc je suis l'aîné de 4 enfants. Mais il se trouve qu'à l'âge de 2 ans, alors je l'ai dit peut-être à la télévision, pour ceux qui ne le savent pas, je le répète maintenant, j'ai eu une maladie des os, presque une maladie des os. En fait, je ne fixais pas le calcium, donc mes os étaient mous. Et donc le docteur Péan, docteur de la famille, a dit, cet enfant, il faut le mettre au soleil, comme ça il va récupérer de la vitamine E, de la vitamine D, pour que ses os grossissent et grandissent. Donc on m'a transféré dans un sanatorium dans le sud de la France, à Hyères. Vous connaissez Hyères? Porquerolles, tout ça, le Lavandou, Toulon, bref. Et donc, je suis resté pendant 2 ans dans cet hôpital pour enfants, qui existe toujours. Donc, je n'ai pas vu mes parents pendant 2 ans. Donc, imaginez la carence affective. Tu étais vraiment très très jeune. Hein? J'avais 2 ans. 2 ans, donc de 2 à 4 ans. De 2 à 4 ans. Donc, j'ai quand même appris il n'y a pas longtemps que lorsqu'un enfant qui naît, s'il n'a pas le regard de ses parents, au bout de quelques heures, il meurt. Donc, imaginez, moi, un peu plus adulte par rapport à la naissance, pendant 2 ans en carence affective. Donc, je n'avais que comme référent une infirmière, Madame Lallemand, une dame de 50 ans. Je n'ai que son visage devant moi. Mon père a dû venir 1 ou 2 fois parce qu'il travaillait et ma mère était enceinte de mon frère. Donc, c'était compliqué. Donc, je n'avais que devant moi la mer, les palmiers et le ciel bleu. Donc, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas pu développer ce qu'on développe, c'est-à-dire attacher ses lacets, marcher, s'exprimer. S'exprimer. C'est primordial que ça sorte, pour ceux qui ont fait du latin. Et donc, je n'ai pas développé la parole, mais j'ai développé tout le reste. Donc je suis un peu Jedi sur les bords, je suis désolé, je m'en vante ce soir, mais pas Vendredi, mais Jedi. Vendredi ou les Lames du Pacifique de Michel Tournier. Vous connaissez ce bouquin? Je vous le conseille, très bon bouquin. Mais pourquoi il nous parle de ça, Pascal? Non, je fais des digressions comme ça. Et donc, quand je suis rentré chez moi, mon frère était né. Donc il avait pris ma place. C'était le complexe de Bite. Donc, ça c'était dans mon inconscient. C'est-à-dire que dans mon inconscient, j'étais le chef de famille. Et là, et mon père a eu la bonne idée, on y arrive. Donc j'étais mutique, je ne parlais pas. Mais à l'école, je ne comprenais rien parce que je n'avais pas développé mon cerveau. On me disait 2 et 2, ça fait 4, je faisais, je ne sais pas. Donc j'ai sauté des classes comme ça, bon an, mal an. Et à l'âge de 9 ans, mon père a décidé de me faire du théâtre. C'est-à-dire qu'il a décidé, il avait compris qu'il fallait que je m'exprime. Donc, est-ce qu'on va juste t'interrompre une seconde si tu veux retourner la première photo, parce que comme ça on va visualiser. Super. Tu vas voir. Tu me dis, hein, c'est toi le chef. Oui, c'est ça. Donc, alors il y a des photos, hein, il y a des photos à retourner. D'accord, et que je les retourne, voilà. Et donc. Ça. Ah ouais. Ça, voilà. C'est mon papa, donc je monte comme ça, parce qu'il y en a qui sont au fond, peut-être. Non, mais il y a les écrans. Il y a des écrans. Ah non, c'est très bien équipé. Ah ouais, quasiment. voilà, c'est moderne. Voilà, attention, il y a tout ce qu'il faut. Ah, c'est moderne ici. Ouais, c'est chaud. Et puis tu as un retour aussi devant, là. J'ai le retour là. Donc ça, c'est mon père, donc un homme à forte pigmentation. Oui, parce qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Alors on va peut-être en parler, mais je peux en parler tout de suite. C'est-à-dire que vous avez remarqué, on dit ouais, on peut plus rien dire, on peut plus rire de tout. Alors j'en ai un peu parlé pour ceux qui m'ont pas coopté à la télévision,
C'est vrai qu'on peut le dire un noir aujourd'hui. On dit un noir, c'est compliqué. Ou un black, on dit un homme à forte pigmentation. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Moi, je ne dis plus un nain. Je dis un homme verticalement concentré. Je ne dis plus le téléphone arabe. C'est vrai que on dit le téléphone arabe, c'est une expression qu'on usite de temps en temps. Moi, je dis maintenant les kabyles téléphoniques. Voilà. Ouais, non, mais il faut se creuser la tête, en fait. Et je ne dis plus un juif, je dis rien. Vous voyez l'humour? On ne fait pas rire avec du bonheur, hein. Même il y a des choses sensibles comme ça. Donc ça, c'est mon père, qui est né à Paris, bizarrement. Et le père de Didier Bourdon est né à Pointe-à-Pitre. Ouais, c'est bizarre la vie quand même, hein. Donc voilà. Donc c'est Jean, dit Théo. Jean, parce qu'en fait, son surnom c'est Théo, parce qu'à l'âge de 4 ans, il a fait un film avec un chansonnier qui s'appelle Georges Milton, qui était un chansonnier dans les années 20. Très connu il y a longtemps. Hein. Oui, Georges Milton, qui était un peu comme un Gabin ou un Bourvil, mais dans les années 20. Et mon père a fait donc un film qui se passait en Afrique. Et mon père a commencé à l'âge de 4 ans. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Théo, parce que dans le film, il s'appelait Toto. Voilà. Donc j'arrive à 9 ans, mon père me fait faire du théâtre, et il me fait engager dans une comédie musicale qui s'intitulait, tenez-vous bien, La planète inconnue. Donc on appelle ça une synchronicité. Et donc je suis engagé par Marthe Mercadier, une comédienne connue. Vous vous souvenez de Marthe Mercadier ? Qui est décédée maintenant. Oui. Et donc j'ai appris à faire des claquettes, à chanter, à jouer de la guitare pendant 1 mois. Et donc pendant 1 an, tous les jeudis après-midi et samedis après-midi, j'ai fait du théâtre devant des enfants. C'était un spectacle pour enfants. Et donc ça m'a permis de m'exprimer. Et je me suis senti bien sur scène. Dans la vie, je n'étais pas très à l'aise, mais sur scène, je dis waouh! Sur scène, je joue des personnages, donc je me suis dit je vais continuer le plaisir. Donc je joue depuis l'âge de 10 ans. Donc j'ai fait des doublages de films. J'ai même fait l'équivalent des émissions de Dorothée de l'époque, s'appelait Samsung. C'était un chanteur italien, franco-italien, qui s'appelle Billy Nencioli, qui était un saltimbanque avec un banjo, et il chantait des chansons avec des enfants. Et moi, je faisais partie des enfants qui étaient autour. Donc j'ai fait des tas de choses jusqu'à l'âge de 19 ans qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. On a une archive, justement, Pascal. Une archive. Tout à fait. Une archive image. Voilà. Enfin, vidéo, plutôt, ouais. de cette... voilà. Ah ouais. Les gens sont trop nombreux, et sur d'autres c'est bête, ils ne sont plus que 2. Il faudra que ça change, ailleurs tout comme ici. Il faudra que ça change. Moi je suis à gauche, là, c'est ça. Sinon la joie de vivre n'aura pas de lieu de... Voilà, Pascal. Ah ouais. Donc c'est une archive Cette qui planète inconnue. Ouais, donc c'est en 69. Alors en plus, parce que tu vas vivre un grand moment avec la planète inconnue, c'est que tu vas, tu l'as raconté, serrer la main, mais pas à n'importe qui. Hein. De l'homme qui supposé a mis le pied sur la Lune. Parce que donc, comme vous voyez, on est en cosmonaute, et en fait, c'était l'histoire des enfants qui emmènent Adam et Ève sur une planète pour la repeupler. Donc voilà, on faisait pas. Donc il fallait un enfant noir, il fallait un enfant chinois, bref, donc je faisais partie de... Et Marthe Mercadier a eu la bonne idée en 69 de nous amener à l'ambassade des États-Unis, où a débarqué donc Armstrong, Collins, Aldrin et le troisième, qui donc faisaient leur tour du monde pour dévoiler le fait qu'ils avaient été sur la Lune. Et donc, on est arrivé en cosmonaute. Et quand ils ont sorti de leur limousine, elle nous a poussés vers eux. Donc ils ont vu 5-6 gamins habillés en cosmonaute jaune. Et puis je serre la main de Armstrong. Donc j'ai la photo. Je me suis dit, je commence bien ma vie, c'est sympa. Voilà. Ah non, c'est cool. Non, c'est une très belle anecdote. Hein. Un mot, Pascal, et le nom. Alors d'où vient-il ce nom Légitimus ? Alors, le nom Légitimus, alors mon vrai nom c'est Pascal Légitimus de la Clémendière de Bois-Dormant de Courtemanche, vicomte de Bragelonne. Appelez-moi Pascal, ça suffira. Alors, du côté de mon père, donc c'est les Antilles, donc l'esclavage bien sûr. Du côté de ma mère, c'est l'Arménie, 1,3 million de décès. Le génocide. Génocide créé par les Turcs, qui le renient toujours. Méchants Turcs. Et donc, le nom Légitimus, ça remonte à l'Éthiopie, parce que les ancêtres du côté de mon père, c'est l'Éthiopie.
Alors, il se trouve qu'en 1700 et des poussières, le roi Johannes Ier, c'était le roi d'Éthiopie à l'époque, était marié avec une reine, dont je ne me rappelle plus le nom, et ils avaient 2 enfants mâles, majeurs. Un jour, le roi meurt, et donc le chambellan, le premier ministre, se marie avec la reine, donc il s'est casé avec elle, sauf que les 2 enfants, il n'en voulait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis en esclavage sur la côte ouest. Et la lignée qui a continué, c'est la lignée du Négus à Haïlé Sélassié. Donc ces 2 enfants-là, qui étaient majeurs, on leur a donné le nom comme quoi ils étaient les enfants légitimes du royaume de. Et à l'époque, le nom c'était Legitimafo, qui était transformé en latin Legitimus. Donc voilà. Donc j'ai dû sembler dans les veines, merci, au revoir. Voilà. Donc c'est ce qu'on m'a raconté. Et j'ai l'arbre généalogique à la maison avec toute voilà, l'Éthiopie. Mais ce qui est amusant, comme quoi la synchronicité continue, c'est que l'Arménie et l'Éthiopie ont des points communs. L'hymne éthiopien a été écrit par un Arménien. L'Éthiopie et l'Arménie, ce sont les 2 premiers peuples chrétiens au monde. Et troisièmement, la langue arménienne et éthiopienne, on va dire, ont des points communs. Donc, à un moment donné, c'est bizarre. Voilà. Donc l'Arménie, tu y es allé Jamais. Jamais. Non, j'ai mangé arménien, j'ai bu arménien, mais D'accord. Non, c'est Charles Aznavour m'a proposé plusieurs fois d'y aller, mais oui. c'est le travail qui m'a rattrapé. Mais je pense que l'année prochaine, je vais me prendre 15 jours pour. Et, voilà. et l'Éthiopie? L'Éthiopie non plus. J'étais en Égypte, mais l'Éthiopie non plus. Puis en ce moment, l'Éthiopie, c'est un peu. Ouais. Mais donc c'est amusant de savoir qu'on a des origines un peu particulières. Je l'ai jamais senti dans ma jeunesse, mais là, on me l'a fait savoir il y a quelques années, comme quoi. Alors, ce qui me fait comprendre que cette histoire est vraie, c'est que dans les années 50, ma famille, du côté de mon père, voulait donc légitimer et reconnaître le fait qu'ils étaient les enfants légitimes d'eux. Et la CIA s'en est mêlée et a fait non, restez tranquille, ne dites rien. Donc cette preuve me donne raison. Voilà. Et alors aux Antilles, Guadeloupe, oui, mais Marie-Galante aussi, au niveau des origines antillaises? Alors, il se trouve que donc, la famille éthiopienne donc, a continué. Donc, ça a donné donc, mon arrière-grand-père qui est devenu député et maire de Pointe-à-Pitre. C'est pour ça qu'il y a le boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre et la poste Légitimus. Et donc, c'est quelqu'un qui est devenu célèbre parce il a permis aux Antillais d'aller dans des lycées. Il a aussi développé le socialisme. Et donc, ça, c'est mon arrière-grand-père. Voilà. Et Gésip. Et Gésip Légitimus. C'est un très beau prénom, Gésip. Oui, ils avaient des noms particuliers à l'époque. Ouais. On leur donnait des noms bizarres. Ouais. Donc, c'est quand même un modèle, enfin, dans la famille. J'imagine un exemple. Ouais. Et on l'a surnommé d'ailleurs le Jaurès noir. Ouais, ou aussi le singe. Ouais. Donc, ça dépendait des jours, mais c'était comme ça. Dépendait qui, alors des fois, il y a des gens un peu racistes, on ne sait pas pourquoi. Mais effectivement, et donc, mon grand-père, donc c'est un de ses fils. Et donc, il y a eu mon père et puis moi. Voilà. Mais ce qui est amusant, c'est que pour garder la lignée comme ça des enfants légitimus, tous les premiers mâles légitimus ont un prénom qui commence par J. Parce qu'il y avait Johannes Ier, le J. Mon père s'appelle Jean. Moi, je m'appelle Pascal Antoine Jean. Voilà. Il faut toujours garder un J. Sauf que j'ai des filles et donc je leur ai pas donné. J'ai pas dit Jeanne ou Josette. Ça marche pas. C'était pas joli. Je te propose de retourner la photo suivante, Pascal. Oh, vous avez plein de photos. Quelques-unes. Donc ça, c'est ma grand-mère, la femme donc de mon grand-père, la mère de mon père. Voilà. Mais on peut la poser. Hein. On peut la poser, Oui, pardon. on peut la poser. Voilà. Donc cette femme est incroyable. Vous connaissez l'histoire ou pas de ma grand-mère, non? Ah ben, donc à 14 ans, elle quitte les Antilles, toute seule. Elle prend le bateau, pèlerin de la Touche. Elle débarque à Paris parce qu'elle avait quand même un relais sur Paris qui était son oncle. Et donc, elle se fait engager dans la revue Nègre où jouait Joséphine Baker. Elles étaient dans la même loge toutes les deux. Donc, à 16 ans, elle est devenue danseuse dans la revue Nègre avec Joséphine Baker. Et à un moment donné, dans la revue Nègre, il y avait Maud Forest. Maud Forest, c'était la vedette de cette revue. Et Maud Forest, c'était une femme un peu enrobée, qui n'était pas très jolie, mais qui dansait très bien. Et Joséphine Baker commençait à prendre un peu de l'embonpoint, voilà, elle commençait à être un peu plus remarquée. Et donc, Maud Forest était jaloux de Joséphine Baker. Mais à l'époque, toutes les danseuses avaient des macs, des protecteurs. Et un jour, le protecteur de Maud Forest débarque, il prend un couteau
et il menace Joséphine Baker et il lance le couteau contre elle. Ma grand-mère ferme la porte de la loge, PAM, et le couteau s'est planté dans la porte de la loge. Et Joséphine Baker, pour la remercier, il lui a dit, maintenant, tu m'as protégé et tu restes avec moi. Et Joséphine Baker a dit, ton nom de famille, c'est Darlin, tu rajoutes un G, ça fait Darling. Comme ça fait un truc un peu à l'américaine, c'était la mode à l'époque. Et le swing. Hein. Voilà. Donc ma grand-mère s'appelle Darling Legitimus, mais son vrai nom, c'est Marie. Alors, elle a une carrière, un parcours incroyable, ta grand-mère. Mais alors, elle a même tourné, alors sur la fin de sa carrière. Bon, il y a un film très connu, moi je l'ai découverte il y a une quarantaine d'années, bien sûr, avec Recasnègre de Zane Palsy. Ouais. Mais elle avait tourné aussi avec Marlon Brando. Tout le monde n'a pas tourné avec Marlon Brando. Hein. Mais j'ai fait un documentaire sur elle qui dure 52 minutes où elle raconte sa vie. Elle était modèle pour Picasso, elle a joué avec Jean Marais, avec plein de gens. Et elle a rencontré Cocteau, bref. Et donc, en 1983, elle joue dans le film Recasnègre de Zane Palsy et elle remporte à Venise le prix d'interprétation. Donc, c'est la deuxième femme noire au monde, après Hattie McDaniel, qui jouait dans Autant n'emporte le vent, pour ceux qui ont vu le film. Et ma grand-mère... Qui n'avait pas eu le droit, si je me souviens bien, d'aller le chercher, d'ailleurs. Non, non, parce à l'époque, aux Oscars. Les Noirs, ils n'avaient pas le droit de faire grand-chose à l'époque. Et donc, aujourd'hui, un peu mieux, parce que je suis là aujourd'hui. Et donc, merci de m'accepter, merci. Est-ce que je suis le seul d'ailleurs? Parce qu'il me semblait avoir vu quelqu'un de foncé. Ah voilà, bonjour collègues. Il y a d'autres personnes, non? Un peu basanées, ou qui ont des origines portugaises aussi, ça marche. Hein, ben oui, c'est le sud, non? Bon, très bien. Bref, blague à part, tout ça pour vous dire que ma grand-mère a une carrière incroyable, effectivement. Et c'est elle qui m'avait dit à l'époque, Pascal, pour être un bon comédien, tu apprends ton texte et tu arrives à l'heure. Et après, elle m'a donné d'autres conseils plus subtils, mais voilà, c'était les premiers conseils qu'elle m'a donnés. Et c'est vrai qu'elle avait un don, cette femme. Elle était médium. Mais pas médium. C'était, je dirais même, qu'est-ce qu'il y a mieux que médium? Au-dessus, il y a quoi? Tu sais, dans les t-shirts, il y a small, medium, et au-dessus, il y a quoi? Oui, donc double XL, alors. Voilà, XXL, c'est ça. Et un jour, elle m'avait dit, tu vas avoir plein de prix. Je vois, j'avais 25 ans. Hein. Je dis, mais mamie, des prix de quoi? Je suis jeune comédien, je débute. Non, tu vas avoir plein de prix. Effectivement, avec les Inconnus, on a eu plein de prix. Après, il va y avoir un procès. Ah bon, un procès avec qui? Deux procès. Et donc, on a eu un procès avec Philippe Bouvard, un petit procès, et un procès avec notre producteur, Paul Lederman, parce qu'on avait des conflits d'intérêts. Donc, elle a eu raison surtout, et elle m'a dit, t'inquiète pas, quand je serai plus là, je te protégerai. Donc, je pense qu'elle est encore là, quelque part. Voilà. Mais toi-même, es-tu médium? Alors, moi, je suis un peu spécial aussi. Mais beaucoup de personnes dans la famille ont des dons un peu particuliers. Moi, j'ai développé des trucs. Voilà, je ne peux pas trop en parler parce qu'on va me prendre pour un fou, mais je fais des masterclass depuis 25 ans, c'est-à-dire que dans des entreprises. Et je coach les coach chefs d'entreprise. Voilà, coach chefs d'entreprise ou des gens ou n'importe qui en particulier. Tu reviendras peut-être au casino un jour pour faire du coaching auprès de l'équipe du Casino 2000. Voulez-vous coacher avec moi ce soir? Et dernièrement, je donne un exemple. J'étais à France Travail, qui est l'équivalent de Pôle emploi chez nous. Et j'ai eu affaire à 10 comédiens, 5 filles, 5 garçons, qui avaient besoin d'être reboostés dans leur carrière. Donc, je les ai vus pendant 4 heures. Et à un moment donné, je parle à une comédienne. Je lui dis 2-3 mots. Elle se met à pleurer, à vider ses larmes. Elle m'a dit, ça fait 5 ans que je n'ai pas pleuré, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai dit, je pense que j'ai touché un truc. Elle me dit, oui. Et puis, donc, elle s'est déversée. Elle a raconté tous ses problèmes. Et en fait, j'ai une capacité, je regarde les gens et je vois des trucs. J'ai une amie, une très très bonne amie. À un moment donné, je lui dis un truc. Elle me dit, mais comment tu sais ça? Même mes parents ne sont pas au courant. Donc voilà. Donc madame, je vous dirai rien, vous inquiétez pas. Il y aura des consultations. Non, après, il y a dédicace, il n'y a pas consultation. Hein. Ce soir, c'est pas prévu. Mais ça me permet de me driver dans ma carrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui je ne travaille pas parce que je ne le sens pas. Ou est-ce que je vais aller au Casino 2000? J'hésite. Non, je vais y aller. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc ton papa, carrière de comédien aussi. Mon père est comédien et musicien, effectivement. Musicien. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il est même venu tourner ici au Grand-Duché de Luxembourg, ton papa. C'est possible. Il est venu tourner un film qui s'appelle Black Jew, qui était réalisé par Paul Crourton, qui est le plus grand cinéaste luxembourgeois. Okay. Paul Crourton. C'était avec Philippe Léotard, Manu Dibango, Césaria Evora. C'était une sacrée distribution. En quelle année 1997. Ok, c'est ça. Ouais. D'accord. Et puis, je te laisse retourner la photo suivante. Allez, yo. Ça, c'est qui? Ah oui, Laurent Voulzy, oui, d'accord. Ça, c'est un Marie-Galante.
Non, c'est la Pointe des Châteaux en Guadeloupe. On continue à découvrir la famille, c'est un peu l'idée. Hein. Ouais, donc Laurent Voulzy, j'ai appris il y a quelques années que c'était mon cousin. Oui, en fait, vous n'avez pas joué gamin, enfin, il est un peu plus âgé que toi, Non. mais vous n'avez pas vécu une partie de votre enfance ensemble. Non. C'est quelqu'un. Alors, on se côtoyait comme ça, amicalement, dans des pince-fesses, dans des soirées ou dans des plateaux de télé. Mais en sachant quelque chose ou rien? Non, et c'est mon oncle qui m'a appris que nous avions le même ADN, une partie. Et voilà, donc on se côtoie de temps en temps. Et il y a 3 ans, à la fin du Covid, nous étions en Guadeloupe pour tourner un téléfilm à Marie-Galante, Meurtre à Marie-Galante. Et j'ai demandé à Laurent Voulzy de venir. Tu es ton personnage, Moi, je suis un c'est pas Théo, toi, justement? Non. Le prénom de ton personnage? Non, c'est pas Théo. Non, c'est pas Théo. Bien Théo, je crois. Et j'ai demandé à Laurent Voulzy de venir. Voilà. Donc il a 2 phrases à la fin du téléfilm et il chante évidemment Marie-Galante. Voilà. Ouais, quand même. Ouais. Et Laurent Voulzy qui sera présent le 13 décembre 2025 ici Ok. pour un concert au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. 13 décembre, c'est une date très importante parce que c'est le 13 décembre 95 où est sorti le film Les Trois Frères. Voilà. Oh, voilà. J'ai bien fait de le dire parce que j'entends. Ah ouais. Et ta maman était costumière. Oui, elle faisait de la couture avec mon oncle arménien et de temps en temps, elle tenait des coups de main dans des théâtres. Un mot de ton beau-père aussi. Je pense que parmi celles et ceux qui sont présents ce soir, certains n'ont pas oublié Pierre Santini, donc acteur qu'on a beaucoup vu alors, au théâtre. Moi, je l'ai vu notamment dans Cyrano de Bergerac, dans la mise en scène de Jérôme Savary, c'était au théâtre Mogador. Mais pour certains se souviennent peut-être de ce feuilleton des années 60, non L'homme du Picardie, je ne sais pas si ça vous parle. C'est le premier feuilleton en noir et blanc à la télévision. C'est ça, c'était quelque chose. Et François Gaillard aussi, mais aussi une carrière immense. Oui, immense. Oui, c'est quelqu'un de remarquable que je vois de temps en temps, bien sûr. Et on peut dire, Pascal, en revanche, ta famille t'a vraiment toujours encouragé. Ouais, c'est pas le cas de tous les enfants, non. mais toi, on t'a vraiment laissé aller. Comme j'étais limite autiste, mon père m'a quand même toujours encouragé pour que je m'exprime. Donc il m'a pas freiné pour faire ce métier-là, sauf qu'il m'avait dit ça va être compliqué pour toi. Et je lui ai dit pourquoi. Et donc je vais vous expliquer avec 2 anecdotes dont je vais me lever comme ça, parce que j'ai besoin de bouger. À un moment donné, je vais vous donner la méthode qui m'a permis d'être là aujourd'hui, ce soir. C'est une méthode, mais que j'ai pratiquée très très jeune. Qui a fait l'armée ici? Levez la main. Ok, bon, pas beaucoup, d'accord. Ah oui. Moi aussi. Ah, bonjour. Donc moi, je suis convoqué en 82 pour faire donc l'armée en France. Et donc on est convoqué pendant 3 jours, et pendant 3 jours, on est ausculté, et on a des examens et tout ça. Aux examens, j'ai eu 14, donc la moyenne, et puis sur les 50 gamins qui étaient donc nés le 13 mars 59, il y en avait 50. À un moment donné, on était dans une salle et on nous dit « Bonjour, tu veux voir le psy ?» Et sur les 50, il y en a 8 qui ont fait « Moi, monsieur !» Et moi, tout d'un coup, j'ai fait « Ouais, moi aussi, monsieur !» Donc, je me suis collé au... Et donc, tout le monde défile voir le psy. Moi, je suis le dernier. Et le psy dit « Bonjour, monsieur, asseyez-vous. Donc, monsieur Légitimus, bonjour. C'est quoi votre problème ?» Et je lui dis dans les yeux, je dis, j'ai pas de problème. Alors pourquoi vous êtes là? Parce que quand on voit le psy, c'est qu'il y a un problème. Parce que tous ceux que j'ai vus, ils ont des problèmes. Je dis, oui, mais moi, j'en ai pas. Ah si, j'en ai un tout petit peu. Et je lui dis un truc, je lui dis, voilà, je suis métisse, voilà, j'ai la couleur entre 2 chaises, voilà. Oui, c'est une expression que j'ai inventée comme ça. Et donc, je suis pas très à l'aise. Donc, souvent, on m'envoie des insultes racistes, bamboula, retourne dans ton pays. Donc moi, Donc moi, je veux faire l'armée pour apprendre à me battre. Il me fait OK. Donc le prochain connard qui m'insulte, je pète les gueules. Donc moi, je veux faire l'armée, OK? C'est pour ça que je voulais voir. C'est juste ce petit problème-là. Mais moi, je vais apprendre les armes et tout, le kung-fu, le machin. Moi, je suis prêt. Et je monte dans les tours et je m'énerve. Il me regarde, il me fait P4. Donc exempté. Je dis, vous faites quoi là? Non, attends, toi, t'es une bombe à retardement, tu vas nous faire chier, dégage. Non, monsieur, s'il vous plaît. Donc, je fais semblant et je sors. Et donc, sur les 8, donc avec moi, ça faisait 9, il n'y en a que 3 qui ont été exemptés. Sauf que, effectivement,
Dans les 8, il y en a qui boitaient, il y en a qui avaient pris du café, de la drogue, qui n'avaient pas dormi de la nuit, donc, mais ça sentait le faux. Moi, je m'étais dit, en les observant, parce que quand j'étais dans mon lit, dans le sud de la France, je n'ai fait que observer. Et j'ai tout le temps observé dans ma vie. Je me suis dit, mais c'est pas crédible ce qu'ils sont en train de faire. Donc, si je fais quelqu'un qui est malade, ça va pas. Donc, je vais faire l'inverse. Et cette méthode-là, je l'applique toujours. Je vais toujours là où on ne m'attend pas. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis là, personne ne m'attendait là. C'est vrai. Qui vous a dit il y a un mois, tiens, il y a Pascal Légitimus qui va être là aujourd'hui? Non. Et tout a été comme ça. Et donc, la deuxième méthode, je l'ai appliquée chez Philippe Bouvard. En 1982, donc, après l'armée, donc j'échappe à ça, Philippe Bouvard crée cette nouvelle émission, le Théâtre de Bouvard. Et il convoque 60 comédiens humoristes de la place de Paris. Il y avait Mimi Mati, enfin, il y avait Las Palais Chevalier, enfin, il y a tout le monde. Et sur les 60, il nous dit, voilà, il m'en faut 10. Donc, pour vous départager, je vais mettre des sujets sur un papier. Je vous lis le sujet et vous improvisez pendant 3 minutes, vous me faites rire, n'importe qui. Donc, de 9h à midi, tout le monde défile. Et moi, il n'y avait aucun sujet qui me plaisait. Donc, j'étais avec un copain, c'est Seymour Bruxelles, le quatrième inconnu. Et vers midi, mon pote, il me dit, viens, on se casse. Je dis, bah non, attends, il y a peut-être encore... Non, attends, c'est bon, il a choisi les 10, là. Sûrement, il a choisi. Je dis, non, attends. Il y a un sujet qui sort, le dernier, c'était le patron d'une ébénisterie, donc il travaille le bois, passe une annonce dans le Figaro, et c'est un émigré qui se présente. Et moi, je fais, moi, monsieur. Mon pote, il dit, t'as une idée? Ouais, j'ai une idée. Je dis, prends l'accent portugais. OK. On se présente devant Bouvard, qui était là, et Bouvard, il me regarde, il fait, vous allez faire l'émigré, je suppose? Je dis, non, je vais faire le patron. Donc là, tout le monde a fait, je m'installe derrière la table, et je prends l'accent africain. Donc tout ce qu'on demande à un émigré, carte de séjour, permis de travail, je le demande avec l'accent africain au portugais. Donc j'avais inversé les valeurs. Et dans un sketch, il faut une chute. Il faut toujours demander que ça s'arrête. Donc je dis avec l'accent africain, je dis au portugais, vous avez travaillé quoi comme bois? Parce que c'était une ébénisterie. Et mon copain répond, l'acajou, le balsa et le noyer. C'est ce que c'est le balsa? C'est un petit bois très léger, on fait des maquettes de bateaux avec. Et moi j'ai dit, balsa, je connais bien balsa. Quand j'étais jeune, j'ai tout lu balsa. Bouvard rigole, il me dit, monsieur Légitimus, vous êtes le 10e, vous êtes le dernier, vous avez la meilleure note. Parce qu'il notait en plus. Donc, j'étais à l'inverse de ce qu'on attendait moi. Si j'avais fait l'émigré, bon, c'est attendu. Non. Et toute ma carrière, c'est ça. Merci, bonsoir, au revoir. Et justement, Pascal, tu peux retourner la photo suivante. Voilà. Pourquoi Bah oui, mais bon, c'est 3 gugus, quoi, voilà. Maintenant, l'autre, il est chauve, l'autre, il a pris un peu de poids, puis l'autre, il est un peu plus grisonnant. Bon, chacun son truc. Bref. Alors, dans Les Inconnus, en tout cas, les trois, peut-on dire que c'est Didier Bourdon qui est le pivot, finalement, qui fait le lien entre vous trois? Pas vraiment, en fait. Parce que il me semble que tu connaissais Didier Bourdon. Ah oui, d'accord. Oui, dans ce sens-là. Oui. Pardon, excusez-moi. Alors, en 81, je joue dans une pièce de café-théâtre qui s'appelle Phèdre à repasser de Pierre Dac. Et donc, Didier Bourdon a remplacé un comédien. Donc, je me retrouve avec Didier Bourdon, que j'avais vu au conservatoire, à sa sortie de conservatoire. Il a eu le 2e prix, je crois. Il jouait Molière. Et j'ai dit, putain, il est bon, lui. Ouais, il est pas mal, ce gars-là. Et le hasard a voulu qu'on se retrouve dans la même pièce de café-théâtre. Et Didier Bourdon, lui, jouait dans une autre pièce avec Bernard Campan, Place Clichy, au Théâtre de 10 heures. Donc, voilà, effectivement, c'est un triumvirat qui a bien viré. Mais on se connaissait déjà avant de connaître, de former les Inconnus. Et donc, c'est une amitié qui s'est scellée naturellement. Moi, j'ai fait rentrer Didier Bourdon au Théâtre de Bouvard. C'est ça, j'allais te poser la question, si vous y étiez allés ensemble. Non, toi, tu es le premier. Moi, je suis le rentré en premier. Le premier des trois. Voilà, j'ai fait rentrer Didier Bourdon et Campan est venu un peu plus tard. Voilà. Et donc, c'est au sein du Théâtre de Bouvard, on est resté 2 ans. J'ai dû écrire, 120 sketchs à peu près. Et à un moment donné, on s'est dit, cette émission s'appelle Le Théâtre de Bouvard. Du coup, théâtre, non, c'était pas le petit théâtre. Petit Théâtre de Bouvard. Petit Théâtre de Bouvard. Hein. Du coup, je pense à Anne-Elisabeth Lemoine dans une émission où tu étais invitée. Elle a dit le théâtre du Petit Bouvard. Ouais, mais c'est vrai que Bouvard c'est un grand homme, mais oui, donc pardon. Bref, je t'ai interrompu. Non, tu m'interromps pas. Tu complètes. Oui, c'est ça. Mais qu'il est poli. Ouais, non, tu complètes.
Et donc, à ce moment-là, on se dit, si on reste dans cette émission, on va s'encrouter. Parce que les gens nous nominaient pas trop. Moi, c'était « Ah, le noir chez Bouvard, il est drôle ». Après, c'était « Ah, c'est les Minus, là, Minus, il est sympa ». Et maintenant, c'est « Ah, c'est Pascal Legitimus avec 2 blacks ». Vous voyez, des fois, donc ça évolue. Et donc, on est sorti de cette émission, on a pris un risque. Parce qu'on était bien payé, on était populaire, on était connu. C'était quand même 25 millions de téléspectateurs, ça pouvait être. C'est le plus gros audimat de la télé. Il faut quand même que tu nous racontes comment la notoriété, tu t'es pris ça frontalement, cette notoriété, j'imagine, quasi du jour au lendemain. Moi, j'ai eu mon permis à 32 ans, donc à l'époque j'en avais 21. C'était compliqué parce que les gens, ils nous reconnaissaient et c'était compliqué. Mais bon, vaut mieux ça que d'être un clochard. Mais compliqué comment ? Parce que les gens, ils nous sautaient dessus. Voilà. Si je balançais une chaussette, ils voulaient la renifler. Enfin, oui, des trucs naturels, quoi. Si j'avais un mouchoir, j'avais de la morve. Tiens, hop, voilà. Ils étaient contents. Il y a même une fois une femme. Alors, bouchez vos oreilles. Une femme qui m'a donné un Tampax. Non, mais attendez. Oui, mais attendez la chute. Je dis, mais pourquoi tu me donnes ? Il dit, je voudrais que tu signes ton nom dessus, comme ça j'aurai un peu de toi en moi. Vous voyez à qui on a affaire, nous les artistes ? Vous voyez non mais, faut être courageux. Alors, il y en a qui veulent comédien, artiste, allez-y, vous allez voir. Non mais c'est chaud, quoi. C'est le truc le plus sordide que j'ai entendu de ma vie, mais en plus c'était un truc un peu grand quand même. Non, mais c'est véridique. Je comprenais. J'ai dit, mais les gens sont... Pardon ? J'ai saigné. Non, celle qui a saigné. Oui, comment on peut être drôle avec des conneries. Non, j'ai pas signé. Non, je pouvais pas cautionner ça. Un stylo bic, pardon. Oh, les conneries. Non, mais c'est pour vous dire que... mais il y a encore des tarés, de toute façon. Il y en a. Quand on voit les documentaires sur les Beatles... Il y a des filles, elles sont hystériques. Bon, ça, c'est un truc un peu féminin, l'hystérie. Mais je suis désolé, mesdames. C'est pas. Non, attendez. Non. Les hommes sont hystériques, mais surtout les homosexuels. Non. Non, je rigole. Mais les filles, bon, comme c'est des hommes sur scène, la testostérone, les filles elles écoutent même pas les chansons, elles hurlent. Donc, c'est vrai que c'est. Je comprends que quand les gens aiment, quand on est aimé, je comprends que ça peut. Il y a des extrêmes comme ça. Mais dans ce petit théâtre de Bouvard, vous étiez les 5 à un moment donné donc... Oui, on est parti à 5 avec Smaïn. On ne s'appelait pas les Inconnus. On a formé une troupe. On a joué pendant un an. Smaïn est parti pour faire son one-man show parce qu'il était vraiment dans l'esprit du solo. Et Seymour Bruxelles est parti en 89 parce qu'il était en contradiction avec notre producteur Paul Lederman. Voilà. Il a dit « Ouais, je le sens pas, j'y crois pas ». Il est parti. Et bon. Mais peut-être qu'à 3, c'est mieux. Justement, en lien avec les 5, nous avons un message que tu as laissé, Pascal, l'un des 5. Salut Pascal. Smaïn. Ça fait un peu plus de 35 ans qu'on se connaît. On a débuté ensemble, rappelle-toi. Rappelle-toi aussi que je faisais partie du groupe. Et puis rappelle-toi qu'un beau jour, je suis parti. J'ai pu voir votre succès. Un succès fulgurant. On en parle encore aujourd'hui. Mais tu vois, il y a une question que je voudrais te poser. Moi qui suis parti, qui me suis retrouvé seul face à la scène. Est-ce que tu es fier de moi ? Voilà, c'est simplement la question que je voulais te poser. Je t'embrasse et je vous embrasse tous. Oui, parce que Smaïn... Pascal, la question de Smaïn plutôt. Smaïn, c'est quand même le premier. Mangeur de dattes. Oui, je cherche des mots pour ne pas dire beurre ou arabe, je cherche... Mangeur de dattes, voilà, qui s'est monté sur un chameau. Non, blague à part. Oui, c'est le premier en fait. Enfin, tous les deux, on était les premiers à la télévision en couleur pour représenter un peu toute cette population à forte pigmentation. Et on a eu tout de suite une complicité parce que on parlait des mêmes choses, on a vécu les mêmes choses. Smaïn, il est orphelin 2 fois. Il est orphelin de ses parents originels et orphelin de ses parents adoptifs. Donc c'était quelqu'un qui a vraiment une vraie carence affective, donc comme moi. C'est-à-dire que moi, mes parents m'ont adoré, m'ont aimé, mais il se trouve que j'avais cette petite fêlure, donc on était sur le même terrain affectif. Et à un moment donné, on avait tellement le même feeling qu'il y a eu un sketch chez Bouvard qui nous a réunis. Le sketch, c'était les entrées de boîtes de nuit.
Et à un moment donné, donc, on fait des vannes. Et à un moment donné, Smaïn et moi, on se présente devant un videur de boîte de nuit. Et le videur, il dit pardon, non, ici, on n'accepte ni les Noirs ni les Arabes. Et je dis je ne suis pas arabe. Et Smaïn dit je ne suis pas noir. Il dit c'est bon, entrez. Et cette vanne, ça a été le symbole de notre union, parce qu'on était sur la même longueur d'onde, dans le même esprit de dénoncer cette absurdité, de se dire comment peut-on reprocher à quelqu'un ce qu'il n'a pas choisi d'être. On ne choisit pas d'être juif, handicapé, aveugle, noir, bulgare, ou grosse, ou moche. On ne choisit pas en fait. Pourquoi on nous le reproche ? Donc les gens qui nous le reprochent, que ce soit des polytechniciens ou des teubés, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc ces gens-là, moi je les ignore. Donc nous on s'est battus pour que ces gens-là puissent se taire et arrêter de nous agresser. Donc tous les racistes, mais de tous les horizons, à spectre large, parce que le racisme, c'est le cœur qui parle. On a tous le même cœur, c'est la même forme. Le sang, il est rouge. Enfin oui, donc c'est tout. C'était une petite parenthèse philosophique. Et vous avez vécu tous les 5 le premier long métrage, on peut dire le premier long métrage des Inconnus, mais à 5, le téléphone sonne toujours 2 fois. Ouais. En 1985, qui avait pas mal marché d'ailleurs. Ouais, c'était une petite. Mais écrit à 5, vraiment. Ouais, alors Smaïn a peu écrit. C'est plutôt à 4, avec le metteur en scène donc à 5, qui est Jean-Pierre Verne. Jean-Pierre Verne, qui est décédé. Bonjour Jean-Pierre. Et effectivement, c'était notre humour à l'époque, un peu anglais, à la Monty Python, un peu absurde. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, parce que les Français ne sont pas très ouverts. Aujourd'hui, je crois que c'était pas loin, presque 500 000 entrées. Aujourd'hui, c'est un vrai succès à 500 000 entrées. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est devenu culte parce que les gens nous connaissent et ils ont compris notre humour de l'époque. Et vous aviez réuni en guest star, mais un casting incroyable. Hein. Ouais, il y avait plein de copains qui sont. Il y avait Galabru, Jean-Claude Brialy, Jean Reno qui avait 2 phrases à dire, Brialy, enfin plein de gens sympas. Et surtout Henri Courceau. Henri Courceau qui joue le notaire dans Les Trois Frères, qui se prend des baffes, qui était déjà dans ce film-là, qui jouait le tueur en série. Et même, alors, moi je vais rendre hommage à un comédien, je me souviens l'avoir vu à la télévision quand j'étais gamin, il passait souvent, il s'appelait Pierre Rep. Pierre Rep. Pierre Rep. Vous connaissez Pierre Rep ? Qui connaît ? Alors, oui. regardez sur Internet, Pierre Rep. Il fait des sketchs où il bégaye. C'est en fait, il bafouille. Il bafouille, c'est très très drôle. Très 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 drôle. Voilà. Il y a vraiment une virtuosité. Et puis après, donc, vous étiez 4. Et puis, finalement, vous étiez 3. Et le nom Les Inconnus, donc, qui a trouvé ? En fait, on a fait un brainstorming avec nos producteurs. C'était Claude Martinez, qui était le producteur des Gypsy Kings, et Paul Lederman, qui était le producteur de Coluche, Le Luron, qui d'autres encore, enfin, plein de gens connus. Paul Naref, bref. Et bref, Paul Naref, ça rime. Et donc, et on a fait un brainstorming pour chercher un nom. Moi, j'avais trouvé Made in France, parce que je trouvais que tous les 3, on était, sachant que Didier Bourdon, il est d'origine pied noir. Moi, j'ai les pieds noirs, mais je ne suis pas d'origine pied noir. Campan, il est tourangeau, et puis moi, je suis d'origine métisse. Donc, je trouvais ça bien. Donc, ça n'a pas été accepté. Il y a eu les Saltosopucs, qui a un nom d'un poisson un peu bizarre. Et puis, c'est notre producteur qui a dit « Les Inconnus, c'est bien, les Inconnus. Comme ça, si ça ne marche pas, vous le resterez. » Paul Lederman. Voilà. Alors bon, succès sur scène, enfin pas tout de suite d'ailleurs, le succès sur scène. Alors au début, Paul Lederman ne voulait pas de nous en fait, parce que c'est nous qui avons été le voir pour dire voilà, on aimerait bien bosser. Il a dit non, ça m'intéresse pas. Et c'est Claude Martinez qui a dit il y a un truc dans votre troupe, il y a un truc. Donc il nous a mis au Splendide Saint-Martin. C'était en 86. C'était à mars, avril, mai, juin. Pendant la coupe il y avait une coupe de foot. Il n'y a que des femmes dans la femme d'ailleurs. C'était quoi en 86 la coupe ? Hein ? Coupe du Monde, c'est ça. Merci les gars. Et il se trouve que ça marchait pas trop mal. Ça s'appelait Au secours, tout va bien. Et Coluche décède au mois de juin. Notre producteur est orphelin. Et 6 mois plus tard, c'est Le Luron. Et notre producteur a commencé à se rapprocher de nous parce qu'il n'y avait plus rien. Oui. Donc, et il nous a mis à la radio, à Europe 1, pour tester. Et c'est là qu'on a créé nos personnages du Télémagouille. Et donc pendant 1 an, tous les jours, de 15h30 à 17h, on était sur Europe 1, de juin 87 à juin 88. Et donc, ça nous a permis de tester nos sketchs. Et tous nos sketchs ont été écrits pour l'oreille. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit drôle déjà à l'oreille.
Et si vous mettez en 3D les personnages, ça rendait donc tout ce qu'on a fait. Et donc le télémagouille, il a été testé Golo Golo dans la case et tout ça. C'était dans Stéphanie de Monaco. Et je me rappelle que c'est moi qui avais trouvé la vanne. Félix Potin, Mammouth. Voilà, bref. Et donc ça a démarré comme ça. Et comme l'audimat était très très fort, il nous a mis après au Palais Royal. En 89, et c'est là que ça a commencé, ça a démarré. Mais avant, on était aussi parallèlement au Théâtre Fontaine pendant 1 an, et après le Palais Royal. Voilà. Ouais. Et alors, les sketchs radio, mais il y a eu 400 sketchs radio. Hein. C'est ça. Ouais, alors, les Inconnus 180. Ouais, 400 beaucoup, sketchs radio, et les sketchs des Inconnus hors radio, chansons comprises, c'est 182 sketchs qui sont sur des DVD. 4 films, une dizaine de chansons. En plus, on est musiciens. C'est pour ça qu'on a fait des chansons. Et notre producteur a dit non, continue à faire des sketchs. Non, mais Paul, on veut chanter des chansons pour nous se marrer, parce qu'on est musiciens. Moi, je fais de la guitare. Didier fait de la guitare et Campan fait du piano. Non. On lui a fait une chanson, ça a tellement marché, il a dit faites-en d'autres. Voilà, donc. Non, mais c'est un super producteur. Il avait vraiment le sens du. Non. J'ai pas dit. Non, il avait le sens. Il savait comment driver tout ça. C'était un vrai, comment on appelle ça, stratège. Voilà. Non. Et Claude Martinez aussi, d'ailleurs. Alors, Les Trois Frères, César du meilleur premier film, et au niveau du box-office, c'est 7 millions de spectateurs. Même en pensant, espérant que ce premier long métrage, enfin, après le téléphone, mais allait être un succès, on ne peut pas imaginer qu'on va attirer 7 millions de spectateurs dans les salles. Non, mais c'est comme un enfant. Quand il naît, on ne sait pas la tête qu'il va avoir. Des fois, on est déçu. Et puis, il faut attendre un petit peu. Et puis après, on se dit, c'est pas mal. Au début, c'est toujours un peu. Donc, non, on s'attend jamais à ce qu'on. Nous, en fait, excusez-moi, je vais me moucher un petit peu. Alors, si éventuellement, parmi vous. Mais je vais pas faire de bruit quand je me mouche, moi. Alors, je préviens, je ne ronfle pas aussi, pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est fait. Tu ne donnes pas le mouchoir à une personne. Non, je ne donne pas mon mouchoir, voilà. Non. C'est bien, tu suis. Oui. Et donc, oui, on fait 7 millions d'entrées, mais c'est inespéré. En plus, on a un César, alors qu'avant, on avait déjà un Molière, une victoire de la musique, Grand Prix de la SACEM, enfin bref, on a raflé tout. Parce qu'en fait, on est des touche-à-tout, mais on est avant tout des comédiens. Souvent, on me demande, mais c'est quoi la recette des Inconnus ? Je dis, il n'y a pas de recette. On est des gros bosseurs, ça c'est sûr, mais surtout, on est des comédiens. Donc, tous nos personnages sont incarnés. Ils sont tellement vrais qu'on y croit. Et c'est ça qui fonctionne. Contrairement à certains stand-uppers qui font du stand-up, ou des comédiens aujourd'hui, ils font du stand-up, mais ce n'est pas des acteurs. Ils balancent des vannes, ils racontent leur life. Mais nous, on peut jouer plein de personnages. Et c'est pour ça qu'on a fait donc de la chanson. Mais dans les chansons, on joue des personnages. C'est des parodies, mais c'est presque vrai. Dans le film Les Trois Frères, c'est un prolongement de nous-mêmes. Les Trois Frères, c'est nous, mais exagéré. Et dans la vie, on est comme dans Les Trois Frères. Et donc, la recette, c'est de l'imagination, du travail. Et puis surtout, on est né sur scène. Didier Bourdon, il a fait le conservatoire. Campan, il était au cours Simon. Et moi, j'étais en fac pendant 2 ans et demi en double cursus théâtre et littéraire. Et moi, je joue depuis l'âge de 10 ans. Donc, pour nous, c'était naturel de continuer, quoi. Donc, il y a eu un retour en 2014. Et là, il y a des rumeurs. Enfin, on entend parler régulièrement de projets. Les Inconnus vont se retrouver. Alors, peut-être, je crois qu'il y avait un projet au théâtre. On parle de théâtre, on parle de cinéma, mais on parle. Alors, comme son nom l'indique, c'est une rumeur. Et si on fait de... Vous connaissez La Langue des oiseaux ? Non, mais je sais que elle t'intéresse beaucoup. Alors, parce que j'ai écrit un bouquin, mais on en parle tout à l'heure. Rumeur. Donc, ça vient de la rue et ça meurt. Donc, La Langue des oiseaux, c'était donc au Moyen-Âge, les troubadours qui utilisaient dans leurs chansons des choses un peu symboliques pour que ça ne soit pas trop dévoilé. Notamment, si je vous dis le mot... qu'est-ce que je pourrais prendre comme mot ? Il faut que je trouve un mot. Il faut que je trouve. Excusez-moi, je réfléchis parce que c'est pas facile. La mort. Le mot mort. C'est l'âme or, c'est ça. L'âme or. Mais dans le mot mort, il y a le M, donc le cœur, l'eau, l'air et le T de la terre. Symboliquement, ça veut dire qu'après la mort, il y a autre chose. Vous voyez le truc ? Alors, j'ai noté des mots là. Mais du coup, en plus, j'ai pris des notes. J'ai travaillé pour vous. Hein. Je ne suis pas venu les mains vides.
j'ai noté quelques mots, parce que la langue des oiseaux, c'est quand même un truc assez... On dit, sur une porte, vous avez un verrou. Hein? Donc, c'est vers ou. Et à l'envers, ça fait ou vers. Ah, ah. Une horloge, c'est l'heure qui est logée. Une paire de lunettes, c'est lire net. Donc tous les mots ont une signification qui n'est pas anodine. Et donc il y a des gens, un peu comme Da Vinci Code et tout ça, Léonard de Vinci, ont transmis dans des livres. Jules Verne, c'était le roi de ça. Hein. Jules Verne, il y a beaucoup de choses symboliques, pour ceux qui s'intéressent, qui nous révèlent des vérités. Donc, alors encore quelques trucs. Un truc qui est sympa, persévérer. Persévérer, c'est percer pour voir. C'est pas anodin tout ça. Et puis pour terminer, l'enfermement. On dit l'enfermement. L'enfer me ment. Le jugement. Le juge ment. Merci. Voilà. Et alors un truc plus complexe pour terminer, Diane de Poitiers. Diane de Poitiers, vous connaissez Diane de Poitiers. Donc en fait, Diane, c'était un synonyme de l'argent. Donc, si on fait le truc à la Da Vinci Code, c'est le poids du tiers de l'argent. Voilà. Donc quand vous êtes dans des églises ou des endroits un peu... Il y a des trucs qui sont inscrits. Pour ceux qui décodent, c'est des choses qu'on nous a transmises parce que l'Église ne voulait pas. Voilà. Ceux qui sont athées, voilà, ne voulaient pas. Parce que les comédiens étaient excommuniés, parce que les comédiens représentaient sur scène ce que faisait le peuple. Donc ils en étaient subversifs. Comme dans le bouquin avec Sean Connery qui se passe... Le nom de la rose. Le nom de la rose. C'est un livre qui fait rire. Et l'Église ne veut pas. Parce que qui rit devient heureux. Qui est heureux est épanoui. Épanoui n'a pas peur de la mort. Et ainsi de suite. N'a pas peur de la mort. Il n'y a pas de diable, pas de diable, pas de Dieu, pas de Dieu, pas d'Église. Vous voyez où est-ce que ça va? Voilà, c'est une petite parenthèse, mais qui nous permet peut-être de faire le lien avec l'alphabétisier, qui est sorti il y a quelques années, un livre qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page finalement. Ouais. Et ça ne se lit pas qu'aux toilettes, voilà. C'est ça. Et bon, c'est vrai que tu es, Pascal, un jongleur de mots, on peut dire ça. C'est ce qui m'a inspiré la langue des oiseaux. Je me suis dit, tiens, je vais inventer des mots qui pourraient exister. Voilà. Donc, moi, j'ai noté, si tu veux dire. Alors là, ce sont des phrases, mais alors, l'idée, c'était d'ajouter une lettre, par exemple. Hein, donc. Oui, le but, c'est qu'on enlève une lettre. Alors, le mot dépauvante, c'est le premier mot que j'ai inventé avec un copain. Dépauvante. On rajoute une lettre, ça fait le R, dépauventre. Nouvelle définition, femme porteuse. Voilà, donc, et tout est comme ça. Donc j'ai inventé des mots qui pourraient exister comme un crottoir. C'est un caniveau pour chien. Voilà, c'est des mots dont on a besoin qui n'existent pas, ils sont dans le bouquin. Et donc c'est comme la langue, elle bouge. On dit un kawa, voilà, c'est des mots arabes, italiens, et ainsi de suite. Donc il y a plein de choses comme ça. Après, j'ai fait Après, j'ai créé des maximes. Oui. Souvent, les femmes canons sont parfois de vrais boulets. Ça ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde ce soir. J'imagine, mais bon. Oui. Alors, j'ai longtemps cru que l'alphabet braille était destiné aux sourds. Ouais, il faut. Alors, oui. Certains sont mis en prison pour avoir provoqué un accident, mais ressortent pour bonne conduite. Oui, c'est logique. C'est ça. Donc, en fait, c'est un peu comme de la philosophie. On réfléchit sur la vie et puis on donne des choses qui donnent ça. Voilà. Allez, nous avons une autre question qui t'est posée, Pascal. Par qui? Mais par qui? C'est qui? Mais c'est qui? Salut mon Pascalus, c'est toujours un plaisir de m'adresser à toi. Alors une petite question que je vais me permettre de te poser parce que c'est pas forcément l'image que tu peux renvoyer auprès de tes fans ou auprès des personnes qui sont là ce soir avec toi. C'est quel est ton rapport à la nature? Je sais que tu aimes la nature, je sais que tu aimes les jardins, je sais que c'est pour toi une source aussi un petit peu d'inspiration. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rapport qu'a Pascal Légitimus avec la nature. À très vite, mon ami. Je te laisse d'abord, Pascal, présenter Pascal. Pascal Garbe, c'est un éminent, il a plusieurs titres, mais c'est un spécialiste des plantes, des fleurs.
Il vous donne le nom en latin de toutes les fleurs. Il vous dit à quoi ça sert, ce qu'on peut manger, pas manger, on peut soigner avec ça. Et il s'occupe du jardin de l'Aconexie, qui est du côté de Metz. Tout près de Metz. C'est lui qui gère les ça. jardins fruitiers de la Connexion. Voilà, c'est lui qui gère ça. Et moi, j'ai planté un arbre là-bas. Et c'est lui qui m'a un peu initié à tout ça. Il me dit, ça, on peut le manger, ça. Ah bon, ce petit truc-là? Ouais, tu peux le manger. Ah ouais. Et puis ça soigne ça. Ça, tu peux contrôler les moustiques. Et ça, ceci. Bref. Et donc, depuis quelques années, je le suis, je l'encourage. Et puis, il m'envoie ses bouquins dédicacés. Et c'est vrai que si vous voulez avoir un beau jardin, c'est ce gars-là qu'il faut appeler, quoi. Il va vous dire, même par téléphone, il faut faire ci, il faut... Et donc, il m'a offert une rose à mon nom. Donc, j'ai écrit une rose, ça s'appelle la rose Legitimus. Donc, ça fait ça. Rosae Legitimus, ça fait bien, nom latin, c'est crédible. Qui m'a d'ailleurs apporté il y a une semaine au théâtre. Et donc, moi, le rapport à la nature, depuis tout petit, on m'a toujours dit respect des hommes et de la nature. Et donc, j'ai toujours cru au phénomène quantique qui dit que tout est vide. Quelqu'un fait de la physique ici? Oui, il y a des gens un peu physiciens. Enfin, tout est vide. C'est-à-dire que les atomes, c'est vide, tout est vide, rien ne se touche. Par exemple, la table que je tape là, en fait, je ne la touche pas. C'est ça qui est fou, c'est que je ne la touche pas. Rien ne se touche. Vous embrassez quelqu'un, vous ne le touchez pas. Ce sont simplement, c'est des ondes électriques qui vous font ressentir quelque chose, une forme, mais on ne touche rien en fait. Les atomes ne se touchent pas. Si je fais ça sur la cuisse de mon camarade, en fait, je touche, c'est une sensation, mais quand on regarde au microscope, je ne le touche pas. Et tout est comme ça. Donc je me suis dit... Et donc, j'ai la main verte, et faites l'expérience, parce qu'on peut parler beaucoup de ça, mais chez moi, j'ai un arbre qui s'appelle un être pleureur, qui est un arbre qui a 160 ans, qui est classé, j'ai pas le droit de... Donc je l'aime beaucoup. Il a 300 mètres carrés de circonférence. Et à un moment donné, il y a des feuilles comme ça qui pendent. Et j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, et je l'ai fait faire à des amis. Je me suis mis à côté d'une feuille, et je lui ai dit à la feuille, touche ma joue, s'il te plaît, touche ma joue. Touche ma joue, allez, s'il te plaît, touche ma joue. Et la feuille a fait ça, comme ça. Alors les copains vous disent, ouais, c'est des conneries, c'est le vent. Je dis, vas-y, mets-toi à côté. On a récidivé 6 fois. La personne a dit, mais avec amour, hein. Il y a une copine qui a fait, touche ma joue, allez, touche ma joue. Ça ne marche pas, parce qu'il faut un peu d'âme derrière ça. Testez ça. Je vous donne 50 € si ça ne marche pas. Oui, je prends le risque. Je ne les ai pas, mais il faut que je travaille pour ça. Mais, donc c'est ça qui m'a fait comprendre que, en fait, on est tous connectés. Moi, si je m'engueule avec lui, l'eau qui est là, elle va muter. Vous connaissez Emoto? Bon, j'ai bien fait de venir. Je peux faire une petite parenthèse? Allons-y. Emoto, vous trouvez ça sur Internet. Hein. Emoto, il a travaillé sur la mémoire de l'eau. Je croyais qu'il était drôle parce qu'à Legitimus, il nous a dit des histoires un peu machin, truc. Emoto, c'est un scientifique qui a donc pris l'eau, un japonais évidemment, il a pris l'eau du mont Fuji et l'eau du robinet de Tokyo. Il les a congelées toutes les deux. Je fais très vite. Il a ressorti l'eau du mont Fuji, il a regardé au microscope, ça faisait des petites étoiles comme libérées, à 5 branches, des petites étoiles. Ouais. Il a pris l'eau pourrie du robinet, ça faisait des étoiles, mais pas jolies. Et je ne comprends pas. Pourtant, c'est de l'eau, et ça n'a pas la même forme. Il a pris l'eau jolie, il a envoyé de la musique, du hard rock, et c'est devenu pas joli. Il a pris l'eau pas jolie, il a envoyé de la musique classique, c'est devenu joli. Il a continué. Il a pris l'eau pas jolie, il a mis une famille japonaise autour de la table, qui s'aime, tout ça. Il a analysé, c'était devenu joli. Il était encore plus loin. Il a pris du riz blanc, dans 2 pots différents. Il a mis le mot guerre sur l'un et le mot amour sur l'autre. Au bout d'une semaine, le riz guerre est devenu noir. Et comme on est fait de 80% d'eau, il a guéri des cancers. Donc il a eu des problèmes, bien sûr, parce que ça marche. Et voilà. Donc, moi, je crois à ça. Et donc, j'ai testé ça dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il faut, quand tu dis à quelqu'un, connard, enculé, je t'emmerde, ça touche. Vibratoirement, on est touché. Alors peut-être que ça ne se voit pas. Et donc, l'eau qu'on boit, pareil. C'est-à-dire que si je m'engueule avec toi, l'eau, elle va vicier. Donc, c'est pour ça que les gens qui font du vaudou, vous savez, le vaudou, ces trucs de magie noire, en fait,
c'est parce que la pensée est tellement forte que ça nous impacte. Donc c'est pour ça qu'il faut renvoyer de l'amour. Et c'est pour ça que les gens qui font rire, c'est pour ça que j'ai un métier utile et nécessaire, ça développe les défenses immunitaires, le fait d'être dans la joie. Et quand on est dans la peur et dans le stress, eh ben, ça nous rend malade. C'est pour ça que après je vais m'arrêter, que le générique du journal de TF1, c'est une parodie des Dents de la Mer. Et on vous envoie que des mauvaises nouvelles. Et tous les téléfilms, c'est meurtre, viol, ma fille a été enlevée. Il n'y a rien de... Oui, c'est compliqué. Hein. Donc, faut être dans la joie. C'est pour ça que je fais un métier où je suis très content de vous faire... de vous égayer. Voilà. Et la série Meurtre à laquelle tu as participé, enfin, un énorme succès. Oui, mais c'est ça, ici, en fait, c'est ça les contradictions. Et engagement, tu es toujours engagé au sein de WWF, le Fonds mondial pour la nature. Ça c'est fini maintenant. C'est fini. Ouais, parce que ça a changé de. Maintenant, je m'occupe de Clowns sans frontières, du Café Joyeux. Vous connaissez le Café Joyeux? Ce sont des autistes qui tiennent des cafés. Voilà. Et donc, je suis parrain depuis 2016 avec Monsieur Lanzrac, qui est Bucaille Lanzrac, qui est le patron de ça, qui a créé ça. Et je l'aide donc à médiatiser ce truc-là. Je trouve ça fort. Et donc, un petit truc en plus a beaucoup aidé. Parce que moi, je devais faire un film comme ça, mais du coup, j'ai préféré faire autre chose. Et c'est notre ami Artus qui l'a fait, et il a bien fait, de mettre un projecteur sur ces gens qui sont drôles, qui sont aimants, humains, gentils, même s'ils ont un chromosome en moins. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de choses à faire. Et en France, on est un peu frileux sur ces... Dès que les gens sont différents, on est un peu frileux. Voilà, c'est compliqué. Enfin, j'imagine que le succès d'un petit truc en plus va donner envie, enfin, va Bien sûr. rendre certains producteurs moins frileux. Tout à fait. Ouais. Hein, probablement. Je te propose de retourner la dernière photo, Pascal. La dernière, the last. Oui. Il y en a d'autres. Oui. Bah ça, alors, depuis 3 ans, je fais des photos parce que j'ai une collection de coquillages depuis tout petit. Je suis un conquilliologue depuis l'âge de 12 ans parce que je trouve joli les formes, les couleurs. Et donc, j'ai eu l'idée de photographier quelques coquillages pour chez moi, pour mon chez moi. Et quand les copains venaient à la maison, ils disaient « Ah putain, c'est joli, c'est qui fait ça ?» Je dis bah, « C'est moi. »« Ah bon? Ah, hey, tu veux pas m'en donner un? Tu veux pas m'en vendre un? Tu veux pas faire une expo ?» Et depuis 2 ans, je fais des expos dans toute la France et ça marche tellement que je suis obligé de... Voilà. Donc j'ai 150 photos sur un site qui s'appelle artimusphotographie avec un y.com. Et on peut acheter des photos pour 30 €, 40 €, 70 €, puis après des formats plus grands. Et des fois, je les mets sur toile, donc c'est des formats de 1m20 par 90. Et la prochaine expo, c'est au Lavandou, dans le sud de la France, dans la rue. Après, ça va être à 7. J'en ai fait une à Roanne, où j'avais donc 20 photos sur des toiles. Et j'en ai vendu 18 en 1 heure. Et c'est pas trop cher en plus, parce que je voudrais que ça soit quand même populaire. C'est pas des trucs à 3 000 €, loin de là. Et donc, il y a un hôtel qui s'appelle le Rocamaya, qui va se construire dans 6 mois, 1 an, à la Grande Motte. Et ils ont décidé de mettre mes photos dans les chambres. Donc, je suis content, parce que du coup, ça me fait faire un peu autre chose que de signer des autographes sur des Tampax. Voilà. Mais une question, Pascal, quand tu prépares, enfin quand tu photographies ces coquillages, j'ai pas bien compris si ce sont des coquillages que tu trouves. C'est à moi, c'est ma collection. Ouais. Tu pars avec tes coquillages. Alors, j'ai 250 coquillages et j'en prends toujours une dizaine avec moi, en fonction d'où je vais. Là, c'était à l'île Maurice. Donc ça, c'est de la cendre que j'ai mis sous le coquillage. En fait, je les mets toujours en scène. C'est de la cendre. J'étais sur une table qui était un peu comme ça, avec des reflets. Et puis j'ai attendu que le soleil soit paf, et j'ai shooté. Et puis, alors j'ai des photos comme ça en hiver, des coquillages en automne. Voilà. Et la prochaine session que je vais faire, c'est 5h du matin, lever de soleil sur les bords de Seine, voilà, à Paris. Après, je vais aller à New York. Voilà. Non, ça m'amuse, ça me fait voyager. Voilà. Tu voyages avec tes coquillages. Voilà. Et des fois, je les deal, je les emprunte. Il y a des dealers. Parce qu'on n'a pas le droit d'emmener le coquillage, parce que c'est un peu comme la déforestation. Et donc, du coup, j'en emprunte et je prends des photos et je les rends. Bon. Donc, on ne va pas évoquer encore un éventuel projet donc, pour les inconnus, hein, mais en dehors de projets éventuels avec les inconnus, tes envies à toi, Pascal, toi qui as fait tellement de choses différentes jusque-là, quel pourrait être un projet qui pourrait vraiment
te passionner. Je me dis, toi qui es danseur de claquettes, est-ce qu'un musical, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait te tenter ou quoi? Alors là, j'ai créé un nouveau spectacle. J'ai fait 2 seuls en scène, dont un que j'ai fait ici il y a quelques années, 2 seuls en scène. Le premier, c'était pour expliquer mes origines arméniennes et antillaises, parce que les gens ne me connaissaient pas vraiment. C'est vrai qu'ils voyaient ma couleur un peu épicée, mais ils ne connaissaient pas mon côté arménien. Donc j'ai dévoilé le côté arménien. Moi, ma mère s'appelle Camborian. Et alors je me lève, j'aime bien me lever, comme ça je vois tout le monde. Vous voyez au bout là, ça va? Vous me voyez au bout? Il y a du monde ou quoi? C'est des mannequins, c'est quoi? Bonjour, on a été... Salut. C'est Cambourian, tous les noms arméniens se terminent en yan, ça veut dire fils de. Et Cambour, c'est Bossu, donc fils de Bossu, bon, c'est le nom de ma mère. Et un peu comme Evian, fils d'Ève. Abonessian, fils d'Abonné. Kardashian, fille de casse-couille, vous voyez? Voilà, on est... Et donc, j'ai fait ce spectacle-là pour expliquer qui j'étais. Voilà. Ensuite, j'ai fait un deuxième spectacle où je parlais de mon point de vue sur la société. Et j'ai donc fait un sketch sur Daesh, parce que j'ai des copains qui sont hélas décédés, qui étaient au Bataclan. Et donc, j'avais envie de parler de Daesh. Et tout mon entourage m'a dit, Pascal, t'es fou, tu vas pas faire un sketch sur Daesh, c'est chaud. Je dis, si, je vais faire un sketch sur ce phénomène. Et donc, je me posais la question de me dire, mais je ne comprends pas pourquoi tous ces jeunes français partent en Syrie pour faire le djihad, pour après apprendre. Ils vont dans des camps. Et donc je m'étais dit, ça serait amusant de... Et donc je commence le sketch où je fais un chef de village, comme au Club Med. Et la première phrase que je dis, c'est « Bijour, bijour », et dans ce fameux bijour que vous connaissez. Est-ce que tout le monde a bien eu son petit cocktail Molotov de bienvenue? Donc ça commence comme ça, les gens ils font un bizarre. Je dis, bon, bienvenue à ces petits jeunes. Donc je commence, je fais le chef des villages, tout ça. Je dis, bon alors, tous les matins, petit déjeuner, et il faut manger des fruits. Hein. Et là, on a des très belles grenades. Et les grenades, c'est un très bon antioxydant. Ah, les filles, on vous a pas oublié, les filles. Tous les matins, à 11h, il y a un cours de voile. Et la chute du sketch, c'était... Je vous rappelle que le club Médina, je l'avais appelé comme ça, c'est comme le club Med, vous êtes ici pour vous éclater. Vous voyez l'humour, comment on arrive à... Et j'ai donc aussi, pour terminer, parlé de l'homosexualité, le mariage pour tous. Donc, je me relève, j'aime bien me lever. Mais on me voit toujours avec la caméra quand je me lève? J'espère, écoute. Ça va, sinon je reste assis. Non, parce que des fois, ouais, la caméra, du coup, on voit le nombril de Pascal et... Ça va? Ça va, bon, on va faire comme ça. Allez. Et donc, j'ai écrit un sketch sur l'homosexualité, parce que donc j'ai créé un couple d'homosexuels, dont je jouais tous les personnages, qui ont un fils hétéro. Et le fils hétéro fait son coming out. Il essaie d'expliquer à ses parents homosexuels qu'il aime une femme. Sauf que les deux mecs, ils ne comprennent pas. Donc il dit, papa, voilà... j'aime les seins. Ah ben, c'est très bien, on t'emmènera à l'église. Ils comprennent pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc après, le sketch continue, il donne là, il continue, et donc la chute qui est un peu, mais symboliquement c'était. Et le fils, il est tellement élevé, il dit j'aime les chattes. Et le père dit ok, prends ton manteau, on t'emmène à la SPA. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, j'ai inversé. Donc, j'ai parlé d'un problème qui était quand même touchy, mais toujours en inversant les valeurs. Donc, c'est comment faire rire avec des choses pas drôles. En fait, on ne fait pas rire avec du bonheur. C'est ça la clé. Vous prenez la télé-réalité, là, vous savez que les mecs, tablettes de chocolat, les nanas bodybuildées, toutes ces filles, eux, ils sont déjà tellement drôles qu'on peut pas faire rire avec. Ils sont tellement drôles déjà, sans faire exprès, que c'est impossible. Donc, plus c'est grave, plus c'est drôle. C'est ça le... Prenez les trois frères. Moi, je perds mon boulot. Didier Bourdon, il se fait virer de chez ses beaux-parents. Bernard, c'est un comédien raté, il n'a pas de thunes. On récupère un gamin, on a peut-être tué un huissier, on a les flics au cul, on a gagné 300 patates, on ne les a pas. Et on se demande comment on va s'en sortir. Et c'est le caractère des personnages qui fait que ça devient... voilà. Et quand as-tu pris conscience que tu faisais rire? Donc un acteur qui fait rire. Enfin, alors, c'est au lycée? Exact. Le premier rire que j'ai eu, c'est j'étais en 3e et on étudiait donc Cyrano de Bergerac, la tirade d'Aîné.
c'est un pic, c'est un cap. Vous connaissez cette tirade? Oui. Ok. Je vous ferai la version Pascal Légitimus tout à l'heure. Et donc, il y a la prof de français qui dit au premier de la classe, bon, bah, machin, tu feras Cyrano. Légitimus, vous ferez en face, je crois que ça s'appelle De Guiche, vous ferez le mec qui est en face, mais qui dit rien, qui attend en fait. Et moi, je me faisais chier, quoi. Pendant que l'autre, il faisait sa tirade, oui, nana, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Donc moi, j'attends. Et à un moment donné, j'étais comme ça, avec mon. Donc, je faisais semblant d'avoir un fourreau, donc une épée. Et à un moment donné, au moment, il dit, à la fin de l'envoi, je touche. Moi, je fais. Genre, j'arrive pas, toi, je fais juste ça. Et mes copains commencent à se marrer. J'ai dit, oula, j'avais quoi, 14 ans, 15 ans. Je dis, waouh, il se passe un truc là. C'est là où j'ai pris conscience que faire marrer mes copains, ça me faisait rentrer dans un groupe. J'étais accepté et j'étais aimé. J'ai dit, bah, je vais continuer à faire rire les potes. Voilà, donc c'est ce déclencheur qui m'a fait... et j'ai rendu hommage, et je crois que je l'ai amené ici, à cette tirade. Je vais vous la lire, c'est très très court. Ça s'appelle la tirade du négro. Je l'ai fait dans mon précédent spectacle. Et j'imagine que dans la rue, il y a un mec qui dit « Hé, négro !» Je dis quoi, négro? Donc je me touche le nez. Négro. Ah, tu veux dire négro? Ah ben non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais une telle face, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Coquet. Est-ce naturel ce café au lait ou une jolie teinte que vous prenez l'été? Vétérinaire. À quelle espèce, à quelle race appartient ce primate? Est-ce un gibbon, un gorille, un macaque? Gracieux. Ce corps sculptural que vous montrez, est-ce dans l'ébène qu'il fut taillé ou au cirage qu'il fut brossé? Toujours paysan. Ouh, c'est qui vient donc brouter dans mon pré? C'est-il pas la noiraude ou peut-être un sanglier? Lyrique. Pas besoin de linceul avec votre peau seule, c'est naturellement que vous portez le deuil. Admiratif. Pour un ramoneur, quelle enseigne. Dramatique. C'est la marée noire quand il se baigne. Et pour terminer, tropical. Messieurs et dames, vaille que vaille, des négros, il en faut bien pour gagner des médailles. Voilà à peu près, mon cher, ce que vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et beaucoup d'esprit, mais vous n'avez ni l'un ni l'autre pour médire, et vous aurez toujours besoin d'un nègre pour écrire. Voilà. C'était ma façon de répondre au racisme avec un truc un peu... voilà. Panache. Avec du panache. Vous avez la parole. Oh, chouette. Alors on va peut-être allumer. Voilà, on allume la Ah bah, salle. là, je vous vois parce que vous étiez un peu noir quand même. Ah ouais, là c'est mieux là. Alors, voilà, nous avons un bras levé. Alors, le micro va arriver. Les micros. Bonsoir Pascal, je Ouais. m'appelle Dominique. Bonjour Dominique, c'est le prénom de mon frère. Ça va, tchuss. Tchuss. Tchuss Frangin. Juste un truc, c'est pour une blague. La moustache, c'est à partir de quel âge? Alors quand je suis né, ma mère, la sage-femme, m'a tiré avec la moustache. D'accord, ok. Ouais, je sais comme ça. J'avais un poil, non pas dans la main, mais ni sur la langue, mais. Non, mais on vous a toujours connu avec la moustache. Oui, en fait, c'est ma signature. D'accord. Et vous remarquerez, dans les sketchs des Inconnus, même quand je joue les femmes, j'ai toujours une moustache. Tout à fait. Mais on y croit quand même. Est-ce qu'on vous a un jour empêché de l'enlever? Alors, il y a un téléfilm que j'ai fait qui s'appelle Accusé. C'était une série. C'était 1 héros par épisode. Et dans ce téléfilm, je suis accusé de viol. J'ai pris 4 kilos et je n'ai pas la moustache. Et ça se trouve sur Apple TV, pour ceux qui ont Apple. C'est la série Accusé. Et l'épisode s'appelle Martin. Si vous êtes curieux, vous me verrez qu'une tête, mais vous ne me reconnaissez pas, quoi. Et voilà, des fois, ça m'arrive. Et dans le prochain film que je vais réaliser, qui s'appelle donc Marie-Thérèse, c'est mon prochain film, je suis désolé, que je suis en train de terminer d'écrire, je vais me raser la moustache. Voilà. Mais je trouve ça intéressant de voir, c'est une signature un peu comme Zorro, vous voyez, Zorro sur la moustache, ou Charlie Chaplin sur la moustache, c'est plus Charlie Chaplin. Mais écrire et réaliser aussi, Pascal? Alors je coproduis, j'écris, je joue et je réalise. Ouais. D'accord. Ouais. C'est un film ou téléfilm? Un film, ça s'appelle Film cinéma. Ouais, Marie-Thérèse. Qui sortira dans les salles. Ouais, c'est ça. Ça fait 3 ans que je suis dessus, mais je trouve que c'est... Alors, le thème, c'est les erreurs médicales. Comme je vous l'ai dit, on fait barrière avec du bonheur.
Mais ce personnage-là me permet de parler de choses qui me tiennent à cœur, parce que moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 15 ans, et c'était limite une erreur médicale. Ma grand-mère Darling Legitimus, c'était pas clair non plus. Donc, j'ai un petit truc, des comptes à rendre aux mauvais médecins. Donc, indirectement, c'est un film voilà, qui sera drôle, bien sûr, mais voilà, c'est une façon de fermer la boucle. Ok. Autre question. Il y a Madame Chouillu qui est là. Votre nom, c'est quoi? Rizzo. Rizzo. Bonjour. C'est Rizzo, votre nom de famille? Oui, c'est ça. Ok, bonjour Madame. Et votre prénom? Mariana. Ouais, c'est mieux, parce que Rizzo, c'est pas... C'est joli, n'importe quoi. c'est exotique. Je vous écoute, chère Madame. Merci, j'ai passé un excellent moment. Merci de rester, Vraiment surtout. agréable, oui. Et ma question était, vous prenez plaisir plutôt à jouer sur scène, à écrire, plutôt à être au théâtre ou derrière une caméra, devant une caméra? Alors, bonne question. Moi, la scène. Moi, ce que j'aime, c'est l'art vivant. Moi, le cinéma, c'est un art un peu bourgeois, parce qu'il y a beaucoup d'argent. On vient vous chercher, on vous accompagne. Vous faites 10 prises, on prend la meilleure. Le cinéma, on reste des heures à attendre que la lumière soit prête. C'est compliqué. Mais c'est super quand on a un beau rôle, évidemment. Mais moi, le théâtre, je fais du théâtre depuis... ouais, ça fait 20 ans que je fais du théâtre. Tous les 2 ans, je suis dans une pièce. Heureusement, je touche du bois, ça marche. Et je te touche pas, là, en fait. Et donc, c'est ça qui me tient à cœur. Donc, j'ai joué pendant 1 an cette pièce avec le Duplex. Là, j'ai joué avec Anne Parillo, Lionel Abelanski, c'était super. Et là, je cherche une autre pièce. On m'a proposé déjà d'autres trucs. Et ce que j'aime, c'est les challenges, jouer des personnages différents. Voilà. Et l'apprentissage du texte. Le texte, oui. C'est compliqué. Alors, pour ceux qui veulent apprendre, il y a une huile essentielle qui est bien, c'est le romarin acénéol. Vous humez du romarin acénéol, ça développe les synapses pour la mémoire. Voilà. Romarin acénéol, huile essentielle. Pour tous les grabataires là, qui vont bientôt, avant d'être dans l'EHPAD, parce que des fois on n'a plus de mémoire, c'est horrible. Des fois, ça vous arrive d'avoir des prénoms, on s'en souvient plus. Passé 45 ans, on se dit comment il s'appelle l'autre là, le connard là. C'est vrai. Allez, on va passer à une autre question essentielle, tiens. N'ayez pas peur. Oui, bonsoir Pascal. Bonsoir madame. Kathleen. Merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. On découvre plein de choses qu'on ne connaissait pas. J'ai 2 questions. La première est la suivante. Parmi tous les sketchs, j'ai envie de dire sociologiques, qui sont ceux des inconnus, lequel vous paraît aujourd'hui le plus prophétique? 70%. Presque tous. Hélas. Le plus prophétique, c'est « Salut mec, ça va? Tu vas bien? On est là pour te pomper, t'imposer sans répit, sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que tu as sué de ton fond, on te le sucera jusqu'au fond. » Là, ils ont remis la taxe d'habitation, là. Alors, je ne vais pas faire du complotisme ou de la rébellion, mais le problème, c'est nous, on ne dit rien, en fait. Donc, tant qu'on ne dira rien, ils avanceront, ces gens-là. Je pense que, pour terminer, parce que c'est un sujet toujours un peu touchy, je pense que les élites ont peur, et parce qu'elles ont peur, il faut qu'elles contrôlent. Donc là, on est en train de... Voilà. Donc, anticiper. C'est le seul truc que je peux vous dire, c'est anticiper et essayer de vous entraider. Voilà. Faites du troc maintenant. Je te prête ma Rolex, je te prête ma femme, ouais, des trucs sympas. Voilà. Mais en tout cas, pour venir à blague à part, effectivement, nous, on a décrit la société telle qu'on la voyait, en exagérant un peu, quoique. On avait un point de vue. En fait, on restituait ce qui existe, mais avec ce petit truc décalé qui fait que c'est drôle. Mais en même temps, quand vous lisez nos textes, c'est pas très drôle souvent. Si je dis « Et Manu, tu descends, pourquoi faire ?» C'est pas très drôle. Non, excusez-moi, je lis « Manu, tu descends, pourquoi faire ?» C'est pas très drôle. Si je fais « Golo, golo dans la case », moi, ça me fait pas rire. Même, regardez, Stéphanie de Monaco. En fait, il faut l'incarner. Stéphanie de Monaco. Voilà, donc il faut l'incarner. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on donne de la chair. C'est que s'il y a du 2D, après on est en 3D. Et nous, les inconnus, c'est ça. Donc,
on essaye toujours de... Quand je dis Bijour, Messier Vincent, on dit ouais, c'est raciste. Non, en fait, on parle d'un phénomène, c'est que on n'est ni pour ni contre, mais c'est vrai que voilà, la France devient de plus en plus métissée. Et il y a des sketchs qu'on ne pourrait plus faire, notamment Exterminateur. Pour ceux qui connaissez ce sketch, Exterminateur. C'est Bernard Campan qui est dans un couloir de HLM et dès qu'il emploie une voix arabe, il bute les mecs. Bon, c'était une parodie, mais c'est en mettre une bande-annonce de film. Mais tu as des mecs comme ça, en fait. Il y a des gens comme ça. Donc on imite des gens, toujours les mauvais. Donc en fait, on restitue ce qui existe avec ce petit truc en plus qui fait que c'est drôle et puis que voilà. Mais c'est ce qui fait aussi que la pertinence aujourd'hui, mais les sketchs, enfin, la télé des inconnus, enfin, rien n'a pris une ride finalement. Sauf nous. Ah, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Peu. Alors, moi, moins que les autres, mais moi j'ai une bonne hygiène de vie. Mais... Tu ne bois pas d'alcool? Non, je fume pas d'alcool, pas de café, pas de lait de vache, très peu de viande, enfin plein de. Voilà. Ça fait 40 ans que je suis comme ça, moi. Parce que ma grand-mère m'avait dit attention, on peut faire comme ça. Voilà. Elle m'avait prédit des trucs, donc j'ai dit pas de gluten, enfin voilà, tout ce qui est pas bon, quoi. Vous picolez ici, vous picolez un peu ici quand même, oui. Ouais, ça boit, ouais, c'est ça, ouais. Ça va, le foie, ça va? Bon, la prostate pour les hommes, ça va? Évitez le sucre, hein, parce que le cancer se nourrit du sucre. C'est sa principale nourriture. Donc les femmes, il faut surveiller la thyroïde et le cancer du sein, il faut surveiller. Et puis les hommes, la prostate et le cœur. D'accord? Voilà. Docteur Timus, merci, au revoir. Alors, avant justement de vous dire au revoir... Déjà? Quelle heure il est? Ouais, on va prendre encore une ou deux questions. Ouais, encore un petit peu. Qui souhaite prendre la parole? Ah, monsieur à lunettes. Ouais. Quel est votre prénom? C'est Monsieur Stoppel. Oh là! Ça, vous avez écouté la radio, vous? Monsieur Stoppel. À Borsheim-le-Bas. Parce que c'est Didier Bourdon qui a habité dans le coin. Voilà, c'est ça. Je Ouais, voulais vous poser la question. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est l'aspect sociologique aussi, je pense, qui est très important. Ma femme qui est d'origine étrangère, donc d'Ukraine, bon, qui est là depuis 25 ans. Et je lui ai filé j'avais le best-of des inconnus qui traînaient. Ouais. Et elle a tout avalé. Elle avait faim. Elle avait faim. Oula. Et je dis, regarde ça va. Ouais, tu auras un panel de. Un panel de. Et voilà, elle plongeait dedans. Elle est plus fan que moi maintenant, d'ailleurs. Ben, c'est bien. Et c'est vrai que c'est je sais pas, c'est un facteur d'intégration, quoi. Oui, je comprends. Ouais, parce qu'on a touché à tout, c'est vrai. Ouais, c'est ça, à tout, absolument tout. Le cinéma, la sociologie, les métiers, les flics, les pubards. Ouais, non, c'est impressionnant, quoi. Et moi, j'avais découvert les inconnus à la radio. Bon, je suis né en 76, pardon. Et j'ai écouté la radio. Et après, en 90, je me souviens, c'était les années collège. Ouais. C'était vraiment un phénomène incroyable. On parlait vraiment dans la télé des inconnus. Ouais. Nous, on se rendait pas compte que vous étiez le lendemain en train de refaire tous les sketchs dans la cour d'école. Oui, nous, on se rendait pas compte. C'était complètement ça. On refaisait les sketchs, on se les repassait, au magnétoscope, on faisait des soirées. C'était vraiment un phénomène de société et c'était quelque chose de très positif. Mais de toute façon, vous êtes aimants, donc vous tous, dans les deux sens du terme. Là, je prends le TGV souvent, hein, et c'est une anecdote que je raconte, mais ça donne la température de votre amour. Mais en même temps, vous êtes drôle, parce que c'est vous qui êtes drôle. Nous, on capte. Donc, il y a un contrôleur qui me reconnaît, donc il scanne mon truc. Il me dit, je peux faire une photo, il avait l'accent du Midi, je peux faire une photo avec vous? Ouais, pas de problème. On prend la photo, le selfie, clac, clac. Il me dit, putain, je suis content parce que là, dans mon appareil photo, j'ai Johnny Hallyday, Bernard Tapie et Belmondo. Mais à chaque fois que je prends une photo, les mecs, ils meurent. J'ai fait, rends-moi la photo. Vous êtes drôle, en fait. Des fois, il y a des trucs qui sont... Et puis une fois, j'étais avec Elise Moon, on travaillait dans un hôtel à Paris. Donc je vais aux toilettes, et donc il y avait des séparations, ça s'appelle les latrines. Donc là, je suis obligé de me lever. Donc je vais me mettre comme ça. Et puis donc les latrines, et puis donc je suis comme ça, bon, clac, clac.
Puis il y a un type à côté de moi. Et il fait « Oh putain ! Oh putain !» Donc sa main était là où je pense, et il prend son téléphone, il fait « Je dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ben, je prends en photo. » Je dis « Attends, tu veux faire un sex-fi, c'est ça, c'est quoi le truc ?» Il dit « Non, mais vous allez partir. » « Bien sûr que je vais partir. » Donc je dis « On termine. » Il dit « D'accord. » Clac, clac. Et puis il me dit « Bonjour. » Vous êtes drôle. Voilà, et ça c'est mon quotidien. C'est-à-dire que les gens nous aiment tellement qu'ils ne se rendent pas compte. Et pour terminer, je prends souvent l'avion, évidemment. Et je ne vous mens pas. De toute façon, je ne vous ai pas menti jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison. 8 fois sur 10, il y a toujours un commandant de bord qui veut que j'aille le voir dans le cockpit. Donc il y a toujours une hôtesse de l'air qui me dit « Oui, bonjour, monsieur Légitimus, bonjour. Le commandant de bord aimerait bien que vous assistiez au décollage ou à l'atterrissage, vous passiez un petit moment avec lui. » Je dis « Je peux dormir ?»« Non. » Donc je me déplace. Donc je me retrouve dans la cabine, donc je suis au milieu. Donc vous avez déjà été dans une cabine de... Donc on est au milieu, on est sanglé, donc tu as le copilote. Donc les gars, pilotage automatique, donc ils sont comme ça, et ils se retournent vers moi, et ils me font les sketchs. Et ils m'imitent des... Ouais, alors les chasseurs, et puis... Je dis, je sais, je les écris. Non, mais c'est drôle. Et puis ils me font des sketchs, donc on est à 10 000 mètres d'altitude. Il y a deux gugus qui me font un spectacle, mais c'est affectif. Ils ont envie de... Et puis ils me posent des questions, comme vous. Alors, c'est comment, les inconnus, vous êtes copains, vous êtes toujours amis, blablabla. Et c'est drôle, c'est sympa. Donc, j'avoue que... C'est, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux ça que d'être un clochard, quoi. Moi, je suis parti de loin, où j'étais autiste, presque, et puis je suis arrivé, là, je suis devant vous, j'ai 66 ans. Oui, je sais, je ne les fais pas. J'ai 66 ans, et puis voilà, il y a toujours cet amour. En fait, vous ne voyez plus ma couleur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est Pascal, et c'est tout, quoi. C'est un être humain qui vous a fait du bien, et vous me le rendez. Et c'est ça qui est fort. Et je trouve ça, dans mon parcours de vie, je ne dirais pas que je peux mourir demain, le plus tard possible, mais je trouve que j'ai atteint quelque chose qui me ravit. C'est pour ça que je me déplace, que je fais des masterclass, que je rencontre les gens. Didier et Bernard sont plus sauvages, ça c'est leur truc, mais moi j'aime bien ce contact-là, parce que quand j'étais gamin, on me poussait, moi, les boîtes de nuit, non, dégage. Toi, le noir, là, tout. Donc du coup, c'est ça qui est fort. Donc merci. Merci d'être là. Voilà. Je pense que ce sera la conclusion. Merci beaucoup. Merci Pascal. Et je vais conclure avec 2-3 phrases que j'ai mis de côté qui résument un peu... oui, c'est mon humour, mais 2-3 phrases. Alors, le plus gros beat de ma carrière, c'est quand ma femme a été enceinte. Non, mais voilà, c'est cette espèce d'humour. Et pour terminer, plus sérieusement, le but, c'est de déclencher un rire jaune en faisant de l'humour noir. Voilà, c'est ça la solution. Merci beaucoup. Pascal Légitimus, avec des dédicaces, Pascal, à l'étage. Ouais. Maintenant, j'aimerais remercier Lauriane, Marine, Anne, toute l'équipe du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, du Purple Lounge. On remercie Alex, Ronnie pour le son, l'image, Chaba qui veille sur nous et sur tout le monde. Et puis, on va se quitter en chanson avec une chanson interprétée par Pascal Légitimus. Ah bon ? Et nous pourrons dire que ce soir, nous avons passé une merveilleuse soirée avec un illustre inconnu.